Bonsoir et bienvenue à Télé Saturne dans le cadre de notre émission Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue va nous permettre ce soir de parler de la recrudescence de l'insécurité en République démocratique du Congo dans sa partie Est. Pour parler de ce sujet, nous sommes en direct avec notre correspondant ou plutôt le responsable d'une structure d'activistes à l'Est du Congo, Monsieur Sassa, avec lequel nous avons parlé souvent de cette situation à l'est de la République du Congo. C'est avec lui que nous allons parler ce soir. Je vais lui demander d'abord de se présenter, de mieux se présenter auprès de nos téléspectateurs pour qu'ils aient une idée justement de la personne qui va leur donner des informations par rapport à cette question relative à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur Sassa, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kitoko, et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur leurs écrans. Voilà, on vous suit justement en grand nombre. Pourriez-vous d'abord vous présenter de manière précise pour que les gens aient une idée de votre engagement politique à l'Est du Congo? Je suis flatté par votre émission et par votre invitation. Moi, on m'appelle Alain Zouko Sassita. Je suis expert amateur de sécurité, défense et renseignement dans la dynamique des résistants, la RDC vers une mutation politique et constitutionnalisée. Je suis aussi coordonnateur technique dans cette même dynamique dans le bloc Est, c'est-à-dire nous traitons des questions sécuritaires, nous traitons des questions de renseignement et si possible, on les relaie à la population. Vous le révélez à la population, mais actuellement, dans votre structure, comment est-ce que vous êtes organisé justement pour arriver à récolter les informations par rapport à à l'insécurité dans cette partie de l'Est du Congo? Vous savez, nous avons des personnes un peu partout. Ça fait au moins 2 semaines depuis que je suis à Bunagana, à la provenance de Beni. Alors, nous avons nos antennes un peu partout qui nous informent de situations et nous avons des ramifications un peu partout. C'est une matière qu'on ne doit pas quand même dévoiler à la place publique, mais quand même, l'essentiel, c'est d'écouter nos messages parce que lorsque vous donne des informations, il faut savoir que ce sont des informations sûres et certaines, parce que je fais Beni jusqu'à Bunagana pour me rendre compte de la situation qui se passe ici dans les territoires des Rutshuru. Et pouvez-vous nous dire le nom de votre structure et les activités réelles que vous organisez? Le nom de notre structure s'appelle la dynamique des résistants pour les Congo vers une mutation politique constitutionnalisée. Nous traitons des questions sécuritaires et surtout, nous montrons à l'opinion nationale et internationale les dangers que la République démocratique du Congo est en train de courir et surtout, la République démocratique du Congo est en voie d'une mutation politique constitutionnalisée parce que si vous voyez avec Kabila, Joseph Kabila, euh, la République est passée vers une mutation. Maintenant, on avait révélé aux gens comment cette mutation va se passer. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur des situations qui vont arriver demain. Nous ne sommes pas de dieux ou des prophètes, mais quand même, nous faisons les renseignements, nous faisons d'abord les observations, nous faisons les observations, renseignements, l'analyse, et puis au-dessus des conclusions, et si possible, on informe la population. Ok, mais maintenant, par rapport à votre vie physique, les acteurs qui composent votre organisation, comment sont-ils sécurisés? Quels sont les moyens de sécurité qui vous entourent pour ne pas être inquiétés par toute cette situation que vous traversez?
Je crois que nous n'avons pas une mesure sécuritaire. C'est-à-dire, nous faisons la prison tout le jour. Nous sommes des résistants qui veulent combattre à l'intérieur du pays. Parce qu'il y a des résistants congolais qui se sont déjà exilés. Ils ont été contrés par le régime qui venait de se passer, le régime Kabila. Mais nous combattons à l'intérieur. Donc, nous avons accepté de porter la croix. S'il faut mourir, on doit mourir pour le pays, parce que je suis ici à Bunagana, où se passent des exactions. Aujourd'hui ou demain, vous pouvez être informé que Alain Zouko Sassita venait de tomber dans l'embuscade. Mais l'essentiel, ce n'est pas d'avoir peur de la mort, ou on ne peut pas aussi s'exposer à mourir, mais on fait le mieux possible de travailler dans les conditions dans lesquelles le pays se trouve. On ne veut pas faire les combats à l'extérieur du pays. C'est-à-dire, nous sommes en train de laisser à nu le plan machiavélique que les lobbyistes mafieux et certains collabos congolais qui sont en train d'organiser pour notre cher pays. Vous parlez de collabos, certains collabos congolais. À quoi faites-vous allusion et à qui faites-vous allusion surtout? Qui pourrait être collabos par rapport à cette insécurité? Oui, vous savez, quand je parle de collabos, je fais allusion aux Congolais qui travaillent à connivence avec les mouvements anti-valeurs de la RDC. Là, je vais citer quelques personnes. Bon, je vais citer parce que l'histoire nous oblige de les dire. Vous avez M. Raimo Chibanda, c'est Congolais, mais un type qui travaille pour les lobbyistes Tuchi Power. Vous avez parlé de qui? Raimo Chibanda. Tout à fait, je parle de Raimo Chibanda. Vous savez, Raimo Chibanda, c'est la personne. Attendez, le Raimo Chibanda, c'est qui ça? C'est l'ancien ministre? Il fit à ce ministre des Affaires étrangères, si j'ai bonne mémoire. Raimo Chibanda du gouvernement Kabila, là, le monsieur? Effectivement, c'est bien lui qui avait ratifié l'accord de Nairobi, qui est en train de casser la tête de la République, l'accord M23. Oui. Alors, vous savez, Raymond n'y était pas parti seul. C'est-à-dire, il avait aussi une délégation. C'est-à-dire, tous ces gens, c'est ce dont nous faisons allusion à des collabos. C'est-à-dire, c'est-à-dire les lobbyistes mafieux ont déjà robotisé certains Congolais qui travaillent à leur intérêt, notamment Raimo Chibanda et beaucoup d'autres. Oui. Et beaucoup d'autres, par exemple, et qui encore? Parce que là, vous avez cité quand même une grande personnalité qui avait joué quand même un rôle majeur dans le gouvernement Kabila. Aujourd'hui, qu'il soit cité ainsi dans la liste des collabos, c'est-à-dire ceux qui contribuent à l'insécurité à l'est du Congo, c'est quand même très grave. Est-ce que vous en avez encore d'autres? Mais j'en avais, bon, j'ai aussi des preuves, vous savez, avec l'accord de Nairobi, lorsque Raimo Chibanda, qui était au compte du gouvernement congolais, il a accepté de donner une partie de terre de la RDC aux Rwandais, lorsqu'il a accepté de créer une chefferie de Bunyakiri, et aujourd'hui, pour votre information, pour ceux qui ne les connaissent pas, les grands frères propres à Azarès Hubert, c'est bien lui le chef, le coutumier, c'est-à-dire le chef de la chefferie de Bunyakiri. Et il y a une nouvelle police au niveau de Bunyakiri dans le sud Kivu qui s'appelle une police d'extrémité qui ne parle que le Kinyarwanda. Je vais citer un autre collabo. Aujourd'hui, le ministre Julien Palukaonga, il est du Nord Kivu. Quand il fut gouverneur de cette province, il écrivait, il donnait, il livrait de faits des routes aux populations immigrées rwandaises d'aller s'installer à Boga dans la province de l'Ituri.
ces populations-là, les immigrés rwandais, étaient interceptés tantôt à Butembo, tantôt à Beni. Mais est-ce que Julien Kaungia, lui seul, on peut dire qu'il est collabo? Il y a aussi certains officiers qui donnaient crédit et qui donnaient passage à, à ces populations. C'est-à-dire, il y a toutes les raisons de collabos qui, aujourd'hui, M. Kagame a déjà changé leur tendance et leur manière de raisonner. Ils sont congolais, mais ils raisonnent à la manière rwandaise. Et quand vous parlez de Julien Paloukou, le ministre de l'Industrie, ou vous parlez d'un autre Julien? Bon, c'est bien lui, il fut ministre, actuel ministre de l'Industrie, Ancien gouverneur du Nord ministre, Kivu. gouverneur de la province Nord Kivu. La liste est exhaustive. Donc, vous allez nous dire que Julien Paloukou, par exemple, qui est dans le gouvernement actuellement, il joue un double rôle alors. Hein? Il est avec le président Tshisekedi, mais en même temps, il est avec Kagame pour déstabiliser l'Est du Congo. Mais je crois que sa conscience peut lui interpeller quelque chose s'il nous suit sur la télé. Je crois que ces anciennes actions prouvent à suffisance que le membre de ces réseaux mafieux. Ça voudrait dire que ce sont les fils originaires de l'Est, les Kivusiens eux-mêmes, qui participent justement à cette insécurité dans cette contrée du Congo. Non, je ne vais pas vraiment raisonner dans cette optique, mais j'estime En fait, dans les que... grands collabos, hein, dans la liste, c'est les grands collabos, quoi. Oui, ce ne sont pas seulement ceux de l'Est. Euh, D'ailleurs, on ne peut pas parler à terme de bloc Est ou Ouest ou Kansas, centre, quoi, mais je parle des Congolais qui ont déjà perdu le sens, c'est-à-dire le patriotisme, qui travaillent aujourd'hui. Même pour aller très loin, ceux qui travaillent aujourd'hui avec le président Félix Tshisekedi, je crois, euh, vous pouvez avoir des informations plus que moi qui travaillent contre quand quelqu'un ne veut pas. On lui confie une mission de traquer les ennemis et qu'ensuite il ne le fait, il ne la fait pas, mais que voulez-vous qu'on les qualifie? Mhm. Est-ce qu'on peut avoir autant d'officiers dans la province de Noki, des officiers généraux, et que la paix n'est pas toujours au rendez-vous? Cela veut dire quoi? Mhm. C'est-à-dire, il y a des officiers qui travaillent, qui ont une double mission. Ils travaillent pour l'armée rwandaise ou l'armée ougandaise et aussi évidemment pour l'armée congolaise. Mais lorsque le président Paul Kagame, je me souviens un jour lorsqu'Adolphe Muzito avait dit que nous devons tout faire pour annexer le Rwanda à la RDC. Vous vous souvenez ce que ça avait suscité? Paul Kagame avait dit l'armée congolaise, c'est ma deuxième armée. Il sait, il n'est pas, Kagame n'est pas un insensé, c'est un type intelligent. Il sait que avec la falsification des officiers, il a des officiers congolais qui travaillent au compte du Rwanda, qui lui-même a façonné. Mais pour avoir une fonction, une haute fonction dans l'armée congolaise, M. Kitoko, mais il faut passer chez Kagame. Si vous allez chez Museveni, vous n'en aurez pas, parce que Kagame, c'est bien lui le gérant, c'est bien lui qui a la manette. Ça, ce n'est pas une histoire qu'on doit se cacher. Donc, ça voudrait dire que les députés, par exemple, les députés nationaux originaires de l'Est et du Congo, sont également parmi les grands collabos de cette déstabilisation. Je ne crois pas aux députés parce qu'on n'a pas de preuves. Dernièrement, on avait cité quelques députés, mais c'était après nos observations et nos renseignements, nous avons compris que c'était juste un montage fabriqué pour que ceux qui sont en train de mener les opérations puissent se justifier, c'est-à-dire euh, ceux qui sont en train de détruire ou de s'aimer la désolation, ils sont connus, ils sont nombreux, donc on ne peut pas citer tel qu'il est auteur, mais je crois que
chaque Congolais doit quand même faire l'introspection et nous devons nous regarder en France pour nous parler. Parlons maintenant de l'état de siège. Au regard de cette recrudescence de la violence, de l'insécurité plutôt, quel est actuellement comment on peut dire, le travail que cet état d'urgence a apporté finalement? Parce que ça fait plus de 6 mois que ceci dure. Et en même temps, Kinshasa, dans certains milieux politiques, on décrit justement que la démarche de cet état de siège n'a pas apporté de solution, que vous qui êtes sur place, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que peut-on considérer que l'État des sièges a fait des efforts ou qu'il a transformé quand même certaines choses sur la logistique des rebelles ou autrement dit, les choses n'ont pas avancé? Je crois qu'on ne doit pas prendre une mesure dans le plaisir de le faire. Je crois que l'état des sièges, on ne veut pas entrer. Vous savez ce qui est en train de s'y passer. Il y a deux honorables députés, à l'occurrence honorable Jean-Paul Ngangoun, qui est en train de courir dans la prison de Mounzézé, faute d'avoir montré l'inefficacité de l'état des sièges. Il y a l'honorable Didier Louko, tous sont des députés provinciaux, qui sont là. Je ne vais pas être la troisième personne. Je crois qu'on peut entrer dans le sujet du jour. Alors, vous avez voulu justement nous parler de la recrudescence justement de l'insécurité, la violence dans cette partie. Et nous avons vu tout à l'heure des images vidéo justement de populations qui fuient dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il en est au juste? Effectivement, avant d'aborder cette question, si vous pouvez me permettre de vous prendre quelques minutes pour parler de la globalité de la recrudescence épisodique de l'insécurité à l'Est. Je ne sais pas si vous me le permettez. Ça, on connaît Je vais déjà. être... Hein, il faut résumer parce que le grand dialogue, c'est juste pour nous permettre de dialoguer ensemble, pour envoyer un message par rapport à une situation. Alors, si vous avez des étapes à énumérer, prière de les résumer parce qu'il nous reste peu de minutes avant la fin de l'émission. Ok, merci. Vous savez, la situation globale de la RDC, de l'insécurité à l'Est, ne commence pas aujourd'hui, ça date, tout le monde le sait. Mais là où plane la confusion, c'est lorsque le peuple congolais, une frange de Congolais, pense que c'est l'Ouganda qui amènerait la paix, alors que l'Ouganda et le Rwanda sont des frères, non seulement des frères, mais ils ont une consanguinité. C'est-à-dire, il y a des Tutsis partout au niveau du Rwanda, il y a aussi des Tutsis au niveau de l'Ouganda. C'est-à-dire, ce qui se passe ici à l'Est, par exemple, aujourd'hui, il y a un nouveau mouvement qui se dit Front populaire pour la défense et protection du peuple. C'est un nouveau mouvement qui se dit être contre le M23. Il y a l'armée rwandaise qui, elle aussi, s'attaque au M23. Il y a le M23 qui demande autorisation au gouvernement congolais d'aller s'attaquer aux EDF. Il y a l'Ouganda qui s'attaque aux rebelles ougandais se trouvant au Congo. Il y a la population aussi qui veut que le gouvernement congolais les dote des armes pour leur autodéfense. Vous imaginez toute cette amalgame. C'est ce qui plonge la population congolaise dans une confusion. On ne sait pas qui va aider les Congos et qui veut aider les Congos. Alors, lorsque vous voyez aujourd'hui, parce que vous avez dit tout à l'heure que le président, enfin, ce n'est pas l'Ouganda qui va justement ramener la paix à l'est du Congo ni le Rwanda, mais lorsque vous voyez le président de la République Tshisekedi en train de signer des accords de paix et même l'échange des opérations militaires ougandais qui sont au Congo actuellement, vous pensez que c'est une bonne solution?
Bon, je ne vais pas vraiment entrer à profondeur dans les actions du chef de l'État pour ne pas tomber dans Non, le mais ce qu'on appelle. non, mais c'est la situation que vous vivez. Vous avez des Mais Ougandais oui, qui moi, sont là-bas sur le territoire. Vous dites que ce n'est pas l'Ouganda qui va ramener la paix, mais nous avons des éléments militaires rwandais au Congo. mais je crois que matin, midi, soir, vous êtes en train de voir les images des morts. C'est-à-dire, la situation ne cesse de s'empirer. Pourquoi? Je crois qu'autour du président de la République, il y a pour ne pas exagérer avec les mots, je pèse mes mots, il y a des aventuriers. Parce que le traité, les accords ne vont pas apporter la solution. Bon, tout le monde a applaudi l'entrée triomphale de l'armée ougandaise, mais où en sommes-nous avec le résultat? Mais rien. C'est-à-dire, l'appareil de face congolaise a un système qui peut rentrer inoffacible toutes les actions de toutes les forces étrangères qui peuvent parachuter ici au Congo pour faire face à ces groupes. C'est-à-dire, nous devons, bon, je crois que je vais donner ça comme de piste de solutions après. Ok, vous allez donner comme piste des solutions. Maintenant, le Rwanda qui est justement en train de jouer ce rôle-là et qui a même traité l'armée rwandaise, l'armée congolaise, les FARDC comme étant sa deuxième armée. Comment vous avez, vous-même qui vivez au Nord Kivu et au Sud Kivu, comment vous avez perçu, comment vous avez compris le message, ce message-là? Pourquoi les populations à l'Est ne se mobilisent pas, les populations civiles, je veux dire, pour faire des marches de contestation contre ce genre de déclarations? Il est rare qu'on voit des manifestations à l'Est. Oh, vraiment, sur cette question, je crois que la population de l'Est la mobilisation est aux élites. Si ce n'était pas la population de l'Est, l'Est de la RDC serait déjà parti. Je crois que nous devons mutualiser, la population doit mutualiser sa force, c'est-à-dire ceux de l'Est avec ceux de l'Ouest. Mais quand vous arrivez à l'Ouest, par exemple à Kinshasa, dernièrement j'étais à Kinshasa, on n'en parle même pas. Personne ne sait qu'à l'Est, il y a des morts. C'est-à-dire, la population de l'Est est en train de faire tout, en donnant évidemment, en suivant la voie légale, en donnant des informations à l'armée qu'elle considère aujourd'hui l'armée loyale qui est les FRDC, c'est-à-dire difficile à la population de se mobiliser alors qu'il y a une armée qui a la mission de sécuriser cette population. C'est-à-dire la population ne doit pas faire le rôle de l'armée, mais la population a déjà conclu le mariage avec le FRDC à lui appuyer, à lui donner des informations sur l'ennemi, et voilà. Ça veut dire que c'est une solution, enfin c'est une situation complexe hein, finalement, au regard du fait qu'il y a des Congolais qui sont même dans les institutions, qui participent à cette connivence avec le Rwanda et le Burundi, enfin et l'Ouganda. Et entre-temps, c'est les populations qui sont entrées qui en pâtissent dans cette confusion. Et maintenant, que pensez-vous de l'état de siège encore une fois pour terminer l'émission? Est-ce que doit-on continuer avec cette démarche de l'état du siège dont on pense n'avoir pas apporté des solutions concrètes? Ou il faille inventer une autre formule? Je crois, lorsque le président de la République était de passage ici au Nord Kivu, il est arrivé à Beni, où il a trouvé l'affairisme, on sait, de l'appareil de France. Il a dit, on lui trompait qu'à Beni, il y a plus de 22 000 militaires, mais après, il a constaté qu'il y a moins de 7 500. C'est-à-dire, ça, c'est déjà l'inefficacité des opérations. Pour parler de maintenir l'état des sièges, bon, je crois que le rapport a déjà été envoyé. D'ailleurs, la commission de phase sécurité au niveau de l'Assemblée nationale a déjà donné ses propositions sur la réqualification de l'état des sièges.
certains disent qu'il faut mettre fin à cet état de siège, mais je crois que la meilleure solution serait de donner, de définir la mission de l'état de siège. Parce que l'état de siège, selon la Constitution, c'est juste l'administration civile qui change à l'administration militaire. Mais ça ne va pas vraiment apporter la solution. Mais si on pouvait dire que pendant l'état de siège, le gouvernement militaire ou les autorités militaires, ce sont eux qui vont s'occuper de la logistique, ou bien 80% des recettes de la province seront canalisées dans les opérations. Je crois qu'on aurait déjà des solutions. Et vous pensez que cette proposition ou ces différentes propositions pourraient finalement être considérées comme la fin des hostilités à l'Est? Non, vraiment, les propositions là, d'ailleurs, là, ces propositions, je ne vois pas la proposition la meilleure qui peut donner la paix à l'Est. Notre dynamique a des propositions, mais nous n'avons pas le monopole de donner des propositions. Tout le monde est à droit de donner de ces propositions, mais c'est la réqualification de l'état de siège, mettre fin à l'état de siège, faire revenir l'ancienne équipe à l'état de siège. Toutes ces propositions sont bonnes pour les acteurs politiques, mais ne sont pas le bienvenu pour la paix de la RDC. Voilà. Ce ne sont pas les bonnes solutions. Nous avons retenu justement, vous nous avez cité deux grandes, en tout cas, personnalités de l'ancien régime, de l'ancien gouvernement Kabila, Raymond Tshibanda et M. Julien Paluku, qui est l'actuel ministre de l'Industrie, qui sont de pions, justement, des Rwandais auprès de Kinshasa. Et ça venait de vous, qui vivez ces atrocités, ces connivences là-bas. Donc, nous avons compris aujourd'hui qu'il y a des grands comploteurs, justement, de l'insécurité du Congo à l'est du pays, à l'est de cette partie du pays. Et nous déplorons justement que vous traversiez ce genre de situations qui n'en finissent pas. Est-ce que vous avez un dernier mot pour terminer l'émission, Monsieur Alain Djoko? Je crois que si le président de la République a les soucis d'apporter la paix en République démocratique du Congo, nous devons faire en sorte que la FARDC soit une armée dissuasive, moyennant une réforme partielle, rationnelle, dans un délai de 5 semaines. Et nous devons aussi infiltrer à notre tour les services de sécurité des pays agresseurs, mettre fin au système régiment militaire et adopter l'ancienne structure des brigades pour mieux défendre les zones ou territoires menacés par les groupes armés. Ces changements permettraient à outiller les régions militaires et leur donner une force excessive de bien surveiller le terrorisme sous leur contrôle, étant donné que le système régiment et secteur opérationnel ont déjà affaibli l'armée pour raison d'orgueil à tel point que les injonctions du commandant région et celles du commandant secteur OPS, quand bien même le commandant secteur OPS opère dans la région militaire, sur ces, il faudra remettre la structure de brigade pour donner la force au commandant région militaire. Le fait que le secteur OPS ne dépendant pas de région militaire, ça leur donne complexe de supériorité. C'est pour ça que le président de la République doit revenir sur l'ancienne structure pour éviter l'excès des ailes des uns et des autres. On peut créer maintenant le brigade spéciale qui dépendent du chef de l'État, indépendant administrativement aux régions militaires irrélatives. Nous devons aussi former une unité spéciale de protection des frontières à les dotant éventuellement d'un équipement adapté, c'est-à-dire unité USPF, unité spéciale pour la protection des frontières. Nous devons aussi faire une réforme partielle dans 5 semaines, comme je viens de citer. C'est faisable, ce n'est pas de la magie, parce qu'on ne doit pas quand même avoir de filles dans l'armée. Il faut que l'âge des militaires puisse varier
de 22 ans à 45 ans. Voilà. Dépasser cet âge, on doit être soumis à la retraite. D'accord. Le gouvernement congolais aussi Oui. doit allouer... Un peu de mots là, parce que nous avons déjà presque dépassé 1 minute d'émission. Ah oui, le gouvernement congolais, je vais finir, doit allouer au minimum 40% de son budget national à l'armée et reconstituer les unités fictivement remarquées. Et donc, c'est votre mot de fin? Ah oui, c'est ça, à terme de recommandations que je peux donner aux dirigeants de ces pays. Et voilà. Ben voilà, vous avez tout dit, hein, vous avez tout dit en tout cas. Votre présentation dans notre dialogue, notre grand dialogue de ce soir est très suivie actuellement et les gens justement réagissent par rapport à votre témoignage sur cette situation que traverse la RDC du côté de l'Est. Franchement, nous ne pouvons que vous remercier, hein. Nous pouvons que vous remercier pour votre disponibilité et surtout le courage que vous avez de nous parler comme ça sans vous cacher. Et vous avez justement cité des noms importants ici, hein, pour lesquels les Congolais vont toujours observer et faire attention à leur comportement. Sûrement que derrière eux, il y a d'autres connivences, d'autres pions, justement, qui travaillent avec le Rwanda et l'Ouganda, justement, pour déstabiliser la RDC. Monsieur Alain, merci beaucoup. Monsieur Alain Zouko Sassita, merci. Nous allons vous répondre encore une fois lorsque vous aurez à nous présenter une autre information sensible sur la situation de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est avec grand plaisir que nous vous remercions pour votre participation à ce grand dialogue de ce soir. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir. Bonsoir. Au revoir. Voilà, chers amis, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous remercions pour votre fidélité, nous vous remercions pour votre attention. Vous voyez, c'est un citoyen congolais qui s'exprime librement dans la zone de conflit, dans la zone de sécurité. Il est à Rutshuru, notamment dans le village de Bunangana, là où vous entendez justement que les populations sont en train de se vider. Voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission, ces grands dialogues de ce soir de lundi 11 avril 2022. Merci encore une fois et nous allons nous retrouver demain pour un autre nouveau dialogue qui va nous être justement proposé par la production. Merci, à très bientôt pour une nouvelle édition sur Télé Saturne. Merci, au revoir.